Papa, à Weimar, j'ai visité Buchenwald, le camp. Au musée, j'ai vu une photo, la photo d'un médecin, d'un SS. Et sur la même photo, derrière lui, il y avait un déporté qui... Ouais. Quoi? Non, rien, c'est... Il te ressemble. Donc la première question, c'est quelle fut votre première impression lorsque vous avez lu L'origine de la violence de Fabrice Imbert? Alors je vais être très honnête avec vous. J'ai un jour lu dans un journal 4 lignes qui résumaient l'origine de la violence. J'ai lu ces lignes-là, j'ai pris mon portable, j'ai appelé l'éditeur, je leur ai dit je viens de lire le livre, je le trouvais extraordinaire, je veux adapter ce livre. J'ai menti donc. Ensuite j'ai lu le bouquin. Il y avait beaucoup de monde qui voulait faire le film et j'ai réussi à emporter le pompon parce que je me suis très bien entendu avec Fabrice. Mais en fait, c'est pas un hasard ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ces 4 lignes-là, en fait, dans ces 4 lignes, je trouvais un écho puissant à ce que je cherchais. C'est-à-dire un jeune homme de votre génération qui tout à coup s'intéresse à une période qui est une période loin dans le passé. Pour nous en tout cas, pour un garçon de 20-25 ans, les années 40 c'est loin. Alors que ça n'est pas si loin pour un homme de mon âge. Donc il y avait quelque chose comme ça sur comment entrer en résilience quand des choses qu'on n'a pas compris sont arrivées à notre famille et comment parvenir à résoudre ses problèmes et à vivre apaisé avec soi-même en résolvant ses problèmes. Voilà, c'est ce qui m'avait intéressé dans ces 4 lignes. Pouvez-vous nous parler de votre rapport à la quête d'identité thématique qui revient souvent dans vos films et surtout dans celui-ci? Alors, c'est ma préoccupation principale. C'est-à-dire que depuis que je fais des films, depuis que je sais que je suis un artiste, entre guillemets, même pas entre guillemets, depuis que j'ai compris que j'étais un artiste, que je pouvais raconter des histoires, c'est la chose qui m'intéresse le plus. Mon premier amour, qu'est-ce qui fait qu'on réalise, sont des histoires de famille. Parole et musique est l'histoire d'une famille déchirée, un mec qui part, sa femme qui reste, etc. Les marmottes, ça n'est que la famille. Harrison Flowers, une femme qui part chercher son mari. Miss Missouri, un homme qui part chercher une femme idéalisée. Ce sont toujours des quêtes qui sont liées à ce qu'on a de plus puissant en nous, c'est-à-dire ce besoin d'amour et de compréhension. Ah oui. Comment se déroulé parce que sinon je sers à rien. Comment s'est déroulé le tournage au camp de Buchenwald en termes d'autorisation mais aussi de ressenti sur place? Ça, tu peux le ressenti, tu peux en parler. Oui, ça c'est vrai. Le ressenti c'était très compliqué parce que c'est un endroit extrêmement chargé. On a l'impression qu'ils sont encore parmi nous, toutes ces âmes, tous ces êtres. Je sais pas, est-ce qu'on doit y croire, est-ce qu'on doit pas y croire, mais moi j'y crois un petit peu. Et on les ressent vraiment, on sent qu'ils sont là. Et c'est vrai que quand on arrive là-bas, on se dit qu'on n'a pas le droit, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, quoi. Donc c'est une pression, mais en même temps, on sent qu'on est porté par ça. Tu vois, je vois que les filles, vous m'écoutez beaucoup plus que vous m'écoutez moi. C'est un peu embarrassant. C'est un peu embarrassant. C'est moi qui t'embarrasse. Oui, et on sent qu'on est vraiment... Comment tu veux que je me concentre maintenant? Vas-y. Excuse-moi. César est une tâche compliquée d'être dirigée par... César Est-ce une tâche compliquée d'être dirigée par son père? Alors au début, oui. C'est-à-dire les premières scènes, la toute première scène, je me rappelle, j'étais extrêmement angoissé parce que je me suis dit, la charge, en plus si je suis mauvais, Il va me déchirer. me déchirer. Mais puis après, en fait, non. Au fur et à mesure, non, parce que c'était extrêmement sécurisant. Et puis le rôle, elle était quand même extrêmement compliqué, donc c'est vrai que pour un premier rôle, le faire avec quelqu'un qui nous protège, bah, ça a facilité en quelque sorte. Quels sont les enjeux de l'appropriation du rôle de Nathan Wagner? David Wagner. Tous les enjeux, c'était d'arriver à véhiculer
véhiculer l'histoire de ces hommes sans faire une fausse note, quoi. Moi, ça a été toute ma problématique et ça a été toute mon angoisse, en fait. Du coup, j'ai essayé d'extrêmement renseigner, lire, voir les films. Et puis, comme je disais tout à l'heure, un jour, je l'ai appelé et je me suis dit, voilà, je pense que pour le rôle, c'est bien que je perde du poids. Et donc, laisse-moi une quinzaine de jours pour que je perde 12 kilos, parce que ça va m'aider à me rentrer dedans et à rentrer dans le rôle. Je pense que si je ne le fais pas, je ne vais pas le croire, personne n'y croira. Donc voilà, ça c'était la charge. Le début du film est très dur par les choix des fois. Je vois des morts par le choix des phrases. Je vois des morts, mais aussi par le choix des graphiques, les mots qui apparaissent à l'écran. Quelle était l'intention derrière cela? C'était de choquer. Ça a marché. Ouais. Ça a marché. Deuxième, À 8h30 ce matin, ça a de dire, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce truc-là? Horreur, drame, mort. Parce que ce garçon, Stanley, enfin Nathan, est habité par ça. Il vit au milieu de ça. Depuis toujours, j'ai vécu dans les ténèbres. Depuis toujours, il vit dans une espèce d'angoisse, puisque personne ne lui a jamais rien dit. Le silence, c'est de la lèpre, à un moment, il dit ça, c'est le silence. Vous savez bien que dès que vos parents vous cachent quelque chose, il y a une inquiétude qui naît. Tout de suite. Même quand on n'est pas vraiment branché sur ce qui se passe. Mais pourquoi est-ce qu'on ne me parle pas? Et lui, il a vécu ça toute son enfance. Donc il est dans cette situation au début. Et l'écriture va être sa rédemption. Au lieu de composition propre, le parti pris a été sur du Wagner. Pourquoi ce choix? Alors, en fait, il y a des compositions propres qui sont deux disc jockeys qui s'appellent DJ Deep et DJ Dream. Roman Poncet. Roman Poncet et Cyril de Rosé, qui sont deux grands disc jockeys, qui ont habillé complètement le film. Mais moi, je voulais raconter la relation entre Richard Berry et son fils au travers d'un thème qui soit un thème complètement classique et qui évolue pendant le film. Donc j'ai pensé à la 7e symphonie de Beethoven, parce que je pense que c'est une des plus belles choses qui ait jamais été écrite. C'est vraiment quelque chose qui me bouleverse à chaque fois que je l'entends. Et ce qu'il y a de beau dans cette musique, c'est qu'elle évolue. Et que, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte dans le film, mais en fait, à chaque fois, je prends des moments différents et j'avance dans la symphonie. Et le dernier mouvement, du deuxième mouvement, c'est quand il court à la fin vers son père. Et là, je suis sur la fin du deuxième mouvement de la 7e symphonie. Parlez-nous de l'aventure des 10 commandements et de son retour. Alors, ça n'a rien à voir. Alors, les 10 commandements, j'ai eu envie de le faire. Je ne l'avais pas fait depuis très longtemps. On traverse une période qui n'est pas très agréable. On est tous un peu dans le déchirement, dans l'angoisse, dans l'inquiétude. Et les 10 commandements avaient une vertu extraordinaire quand je l'ai monté la première fois, c'est que ça rassemblait les communautés, ça rassemblait les religions. Il y avait des juifs, des musulmans, des chrétiens, des baïnes, il y avait tout. Et que quand les gens étaient dans la salle, à la fin du spectacle, il y avait une émotion qui se dégageait de ça. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire un spectacle comme celui-là, et de le reprendre. Ça m'a motivé, voilà. Toutes les familles ont leurs secrets. Ça n'empêche pas de vivre. Si? Maman! Mon père a voulu tout me cacher, mais il m'a tout transmis. Je veux écrire son histoire. Mais es-tu sûr et certain de vouloir entendre ça?